Il y avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis ravi de vous recevoir sur ce format appelé Réponse, tout simplement parce qu'en fait je vais répondre à un message audio qu'on m'a laissé via l'outil SpeakPipe. Je vous laisse le lien en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas, vous avez 5 minutes pour donner votre avis. Alors quelque chose de positif, constructif, ou tout simplement pour dire que vous n'êtes pas d'accord sur un épisode, c'est tout à fait ok. L'idée c'est de pouvoir échanger ensemble avec de la nuance, c'est pour ça que 5 minutes ça permet de construire un argument, et surtout moi de pouvoir vous répondre derrière, afin d'enrichir un petit peu plus le débat que ceux qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Je remercie d'avance toutes les personnes qui ont participé à enrichir la réflexion sur nos sujets, et nous allons pouvoir tout de suite commencer cet épisode. Et salut bienvenue dans cet épisode de réponse. Du coup, j'avais mis des questions en ligne il n'y a pas longtemps sur mes réseaux sociaux, parce que j'avais reçu un MP d'une personne me disant qu'elle voulait réagir, mais qu'elle n'osait pas poser certaines questions via SpeakPipe, parce que sa voix, parce que ça la dérangeait. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que j'avais ces messages-là, c'est pas le premier épisode de réponse que je fais comme ça. Et je peux comprendre que ça puisse intimider des gens, ou que les gens soient pas à l'aise, ou quoi ou qu'est-ce. Et aussi, il y a une autre personne qui m'avait indiqué que voilà, elle aimerait bien me poser une question, mais que c'était un peu touchy, qu'elle aimerait bien qu'il y ait un moyen de le faire de façon anonyme. Donc j'avais ouvert une boîte à questions anonyme pour pouvoir poser des questions, et j'ai reçu pas mal de questions. Je vais commencer aujourd'hui par la première, où on m'a demandé en fait qu'est-ce que j'ai prévu de différent dans l'éducation de Lucas, qui est un garçon, qui est un mâle humain. Alors, il y a plusieurs strates à tout ça. La première strate, c'est tout ce qui concerne la parentalité dans les premiers mois, la parentalité proximale en fait. Concrètement, j'ai rien prévu de différent, à part le fait quand je dis nous n'avons rien prévu de différent, à part le fait d'éviter de nous faire uriner dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'on a pris des tipis à pipi qui ont fonctionné déjà, qui m'ont évité 3 douches. Donc je suis ravi. À part ça, je le dis dans le genre de papa, ce qu'il y a de différent, c'est juste que on n'a pas encore enclenché là au moment où j'enregistre les couches lavables, parce que en fait c'est une charge mentale en trop là pour l'instant sur un deuxième enfant, et vu notre état de fatigue. Donc voilà, mais sinon tout le reste, allaitement, cododo, tout ce qui concernera la motricité, etc., ça sera tout pareil. Il y a une différence près, c'est que du coup, si quand même concerne la motricité, on va verbaliser tout pareil, on va faire des signes tout pareil. Alors quand je dis tout pareil, là aussi, ce sera pas tout pareil, mais on a ce souhait-là d'utiliser ces mêmes pratiques, plutôt. Et concernant la motricité, il y aura une différence majeure, c'est que, a priori, sauf bouleversement dans notre vie personnelle et professionnelle, je serai plus présent que je ne l'étais pour Sarah pendant cette période charnière de son développement, où elle avait été plus accompagnée notamment par une des grand-mères qui avait pas mal limité sa confiance en elle-même sur ses capacités motrices, voilà, et sur sa capacité à prendre des risques ou pas, notamment aussi à cause de son genre. Donc voilà, donc ça sera différent. Donc après on verra ce que ça portera, mais je porte vraiment et on porte vraiment le même regard là-dessus. Qu'est-ce que j'ai mis en place après, avant d'aller sur la base qui sera vraiment notre leitmotiv, même si c'est un garçon, il y a quelques petits trucs quand même un petit peu différents. C'est tout bête, mais par exemple, veiller à garder en fait les mêmes fringues, tout simplement parce qu'en fait on avait beaucoup investi sur les vêtements de Sarah, notamment avec des vêtements en laine, et qu'en fait moi je me fous qu'ils soient rose, violet avec des cœurs ou quoi, ça coûte une blinde, c'est ultra confortable, c'est vraiment des trucs qui sont extrêmement pratiques à utiliser, même si c'est un gros investissement de départ. Il est hors de question que
pour des histoires de genre, on change ça, quoi. Surtout qu'en plus, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de sujet. On est sur du avant 3 ans, donc il n'y a pas de confrontation potentielle à l'école, puisqu'on aimerait aussi proposer l'IEF à Lucas, bien sûr, au moins sur les 2 premières années, comme Sarah, ça serait chouette. Mais parce que je peux comprendre que la question vestimentaire se pose avec l'arrivée à l'école, c'est vrai que c'est un vrai dilemme de ok, d'accord, il aime ça, mais d'un autre côté il va être moqué à l'école, mais la question ne se pose pas sur du avant 3 ans du coup. Et c'est vrai que ça c'est un truc, voilà, c'est plutôt faire le choix en fait c'est le choix de ne pas changer les vêtements qu'on avait déjà pour Sarah. Les seuls réinvestissements qu'on a fait, c'est tout simplement parce qu'en fait, Sarah est née en juillet, il faisait la canicule, et là on a un bébé qui est né au mois de février, donc il y a quelques petits trucs qu'on a dû racheter, mais sinon, c'est vrai que je le montre pas spécialement en story, Lucas, mais à l'instar de Sarah, du coup il a souvent les mêmes fringues, parce que ce sont des fringues en laine, et que du coup on en achète peu, mais en fait t'as pas besoin de les laver autant que des fringues en coton, etc. Donc voilà, bref. Ça fait partie des trucs comme ça où en fait on réutilise les fringues de sa sœur, quoi. Même si c'est rose, même si c'est machin, ça rapportait bien aussi des body R2D2 Star Wars. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a pas de... Ça a l'air tout bête, hein, ce que je dis, mais je vois des gens, et d'ailleurs c'est une remarque qui nous a été faite par une des grand-mères qui nous avait dit, mais comment est-ce que vous allez l'habiller? Il va falloir acheter tous les bodys de naissance et tout. Bah non, ça va aller. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il est chaud. C'est tout. Car le reste, on s'en fout. Donc voilà, il y a ça. Il y a un point que 2-3 abonnés ont remarqué quand je parle de Lucas, et je fais exprès de le faire, c'est que j'essaye d'éviter d'utiliser le mot fils. Voilà. Ça peut choquer. On peut bien entendu que c'est pas parce que je le fais qu'il faut le faire, et voilà, mais je vais expliquer ce choix. C'est que pour les garçons, pour différentes raisons, dont une raison culturelle, historique, patriarcale, on a deux mots pour appeler notre enfant, c'est notre garçon ou notre fils. Alors que pour notre fille, c'est notre fille ou notre fille. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai choisi le mot fils et pas le mot garçon? Ça c'est par exemple. Bien tout simplement parce que ma fille, notre premier enfant, elle voit qu'on l'appelle fille et que c'est un mot qui renvoie à son genre aussi, elle le sait. Donc du coup, j'ai choisi de conserver le mot qui est dans les mêmes caractéristiques que celui pour ma fille, c'est-à-dire garçon. Donc je parle plutôt de mon garçon, notre garçon, voilà. Même si j'utilise très généralement le mot générique enfant un peu tout le temps, j'essaye d'éviter le mot fils, parce qu'en plus fils c'est celui qui a vraiment le plus d'histoire, qui est chargé d'histoire, de transmission, de filiation, d'héritage patriarcal, du patrimoine. Donc c'est quelque chose que j'essaye de travailler. Je sais pas si c'est très pertinent ou pas, hein. Je sais juste que moi, je me sens aligné avec cette démarche-là. Je dis pas que les gens qui le font pas sont des mauvaises personnes. Je dis pas que si vous faites un choix différent, vous êtes un bon parent ou un mauvais parent ou quoi. Je dis juste que c'est mon choix et que j'explique pourquoi je le fais. J'explique maintenant, à chaque fois je rappelle, hein, pour essayer d'éviter les vagues de culpabilité et juste peut-être se dire que tiens, il y a des choses qu'on peut réfléchir ou pas. Donc ça c'est important. Et ensuite, c'est vrai qu'on m'a beaucoup, dans la veine de cette question, on m'a beaucoup interpellé sur oui, mais t'es aussi... c'est vrai qu'on me renvoie souvent du coup à mon ami Samuel Clos qui dit ouvertement qu'il a peur que son enfant, et qui fait tout ce qu'il faut, qui garde en tête ce qu'il faut pour que son enfant ne devienne pas un violeur, par exemple. Et c'est un questionnement que je comprends totalement. Alors, moi, mon chemin le mien, non, le nôtre, encore une fois, c'est vrai que, comme je parle, surtout pour moi, là, je mets tout au jeu, mais ce sont des sujets dont nous avons discuté avec Noëlla, bien entendu. Le sujet, ce sont les droits de l'enfant pour nous. Ce que j'explique, hein, c'est que pour nous, avant de le considérer comme un garçon, ou Sarah comme une fille, leur premier statut, comme le dit Eric Delmar, hein, dans l'épisode 104 du podcast, leur premier statut, c'est le statut d'enfant. Et ça, je pense que c'est quelque chose à pas oublier. C'est qu'on soit attentif, qu'on ait conscience
des influences des stéréotypes de genre de la société sur nos enfants, par exemple, qui va plus autoriser les garçons à prendre la place et à s'accaparer des jeux sur une aire de jeu, alors que les filles, on va plutôt les inviter à être discrètes et gentiment aller jouer à la marelle dans un coin ou dans la cour de récréation, par exemple. Oui, ça c'est bien entendu que, comme tout stéréotype, on peut faire interagir les enfants dans leur observation, les amener à se questionner dessus, mais on va pas empêcher un enfant garçon d'être dans la motricité parce que c'est un garçon, on va pas l'empêcher de prendre de la place parce qu'il a envie de prendre de la place. Par contre, comme tout le reste des sujets qui concernent les droits et l'éducation, on va plutôt l'amener à se rendre compte que lui, il a des droits, mais que les autres aussi ont des droits, et que c'est dans l'intersection de ces droits que se créent les relations et dans parentalité le cadre, mais que vont se créer justement comment est-ce que j'interagis avec l'autre pour que moi, mes besoins soient respectés, que les besoins de l'autre soient respectés. Bien entendu, ça va évoluer avec le développement de l'enfant, ça c'est une évidence. Mais voilà, je dis ça parce que ça me rappelle la fois où on m'avait dit dans une intervention que je faisais dans un festival féministe que la personne disait, moi de toute façon je vais plus être gentil avec les petits garçons parce que ce sont de futurs agresseurs. Je pense que ce genre de raisonnement, même si je comprends ce qui amène à raisonner comme ça, c'est malheureusement la voie justement ouverte à ce que à un moment on perçoive son enfant comme autre chose que ce qu'il est au départ, c'est-à-dire un enfant, donc aussi avec des droits. Et dans une partie de notre défi d'accompagnement en tant que parent, c'est que chaque enfant ait connaissance de ses droits, mais aussi que les autres ont des droits et que donc chaque autre enfant est aussi important dans la société que le nôtre. Donc ça, c'est vraiment important. Et bien entendu, à d'autres niveaux, que les adultes aussi ont des droits, bien entendu, et que leurs droits aussi sont importants. Donc ça, c'est important de caler tout ça. Mais voilà, c'est vraiment l'approche que je vois, parce que je me rends compte des questionnements que j'ai eus vis-à-vis de l'accompagnement d'un garçon. Je me rends compte qu'en fait, c'est une chose d'être attentif et attentive à ce qu'on sait de la société et des stéréotypes de genre qui sont en jeu dedans. Mais en attendant, c'est aussi tout à fait logique en fait et on voit bien que c'est ce qui marche dans les pays scandinaves, mais pas que. Je pense notamment à des pays latins comme l'Espagne, où il y a vraiment des choses qui ont été mises en place là-dessus. Où on voit que ce qui fonctionne, en fait, c'est à partir du moment où on intègre le consentement dans le mode de vie et de fonctionnement de l'enfant, mais pas que son consentement à lui, c'est-à-dire le consentement des autres. Ça c'est important. À partir du moment où on intègre le consentement, c'est quelque chose qui semblera logique en fait, tout simplement. C'est quelque chose qui semblera logique, mais c'est là aussi où il faut se rappeler qu'on n'est pas, nous parents, les seuls à éduquer nos enfants. Je vois bien moi à l'école que le consentement c'est pas forcément un sujet, alors que c'est un point important, et que souvent on fait pas participer les enfants non plus aux décisions qui les concernent. Donc voilà, nous en tout cas on part dans cette optique-là de ok, on verra les influences qu'il y aura plus tard, on les gérera au fur et à mesure, mais en fait de la même façon je pense que on encourage les filles à réfléchir ce qui les limite dans les stéréotypes de genre, on peut encourager les garçons à réfléchir à ce qui leur donne du pouvoir dans les stéréotypes de genre. Et à voir comment est-ce que eux, enfin moi je m'imagine très bien, de la même façon que je peux avoir des discussions avec Sarah quand je vois qu'elle est limitée par des remarques de la société ou de l'école ou quoi, pour lui ouvrir le champ des possibles, je vois bien, et c'est aussi quelque chose que j'ai pu faire avec mes neveux, qui sont plus âgés, les amener à réfléchir sur justement comment est-ce que la société leur donne un pouvoir qui va au-delà de leurs droits et qui par contre vient à l'encontre des droits des autres. Et comment est-ce qu'ils peuvent se responsabiliser sur ce pouvoir-là et sur une juste répartition et un juste respect des droits des autres. Donc voilà, c'est un gros sujet, c'est un gros sujet, on verra ce que ça donnera dans 5, 10, 15, 20 ans. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'aborde aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai pas de ça. Par contre, c'est vrai que, et je vais finir sur cette note-là, j'ai en effet des réflexes que j'avais pas avec Sarah. Par exemple, Lucas, j'ai tendance à l'appeler allez viens mon petit gars, tu vois, vraiment
mais c'est des réflexes, quoi. C'est des réflexes. Et de la même façon que j'ai observé mes réflexes d'appeler Sarah ma princesse quand elle était petite et tout, et que c'est quelque chose que j'ai souhaité déconstruire, c'est quelque chose que je sais pas si je le déconstruirai ou pas comme ça, mais en tout cas, je pense qu'à un mois, voilà, il y a pas forcément besoin que j'appelle mon petit gars ou quoi. Je sais pas. Et peut-être que je me prends trop la tête. En tout cas, j'en souffre pas, donc tout va bien. Mais voilà, j'aime bien me poser des questions comme ça. Vous le savez maintenant, j'aime bien me poser plein de questions. N'hésitez pas à réagir à cette question-là. Ça m'intéresse vraiment de savoir comment est-ce que vous vivez ça. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aussi chez vous pour potentiellement pour accompagner vos enfants. Si vous êtes aussi un parent d'enfants plus âgés, que vous avez été sensibilisé à ces questions, n'hésitez pas à réagir. Vous avez le lien SpeakPipe en description de l'épisode et ou sur les réseaux sociaux éventuellement pour que je puisse retransmettre ensuite votre parole. Voilà, n'hésitez pas. Je pense que c'est un sujet passionnant qui va du coup m'animer pendant de très très nombreuses années. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.